RDC, audit du fichier électoral. Que cherche l'ONU à Kinshasa? Telle est notre grande interrogation. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur Panafricaniste TV, votre chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Audit du fichier électoral, la Commission électorale nationale indépendante ferme la porte à un consortium composé de 4 organisations internationales. Plutôt que de recourir à l'option, on va le dire comme ça, portée par 4 organisations internationales, dont l'Union africaine et les Nations unies, la Commission électorale congolaise a lancé un appel à candidature pour mener à bien l'audit de son fichier électoral. Mais voilà, eh bien, cette fois-ci, c'est l'ONU qui se présente, et sans oublier l'Union européenne. Voilà pourquoi nous nous posons justement la bonne interrogation. Que cherche l'ONU à Kinshasa? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Albert Anatole ici. Il est journaliste d'investigation et surtout directeur de publication du journal Le Cactus. Albert Anatole ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous, Steve Joselangos. Je dis bonjour à mes co-combattants, bonjour aux techniciens, bonjour au top management de Panafricaniste TV, bonjour à tous ceux-là qui nous regardent dans les diverses plateformes de Panafricaniste TV, qui nous envoient très souvent leurs contributions intellectuelles. Merci à eux, n'est-ce pas, pour ce soutien. Je dis merci à l'Afrique, bonjour à l'Afrique, bonjour aux Afro-descendants qui de plus en plus prennent conscience de ce que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. L'histoire a été, comme on dit, blanchie par les locodèmes, mais de plus en plus, grâce au travail de veille de conscience que nous faisons, la vérité a été déjaillie. Comme je l'ai dit, je vais commencer comme d'habitude par mon coup de gueule. Ce matin. Eh bien, il nous revient, monsieur Steve Joselangos, que les multinationales étrangères qui officient sur le continent africain ont le devoir de recruter au moins 25% des cadres locaux et les contrats doivent être libellés en français et en anglais, mais surtout les salaires, même de ces locodèmes, doivent être payés en monnaie locale, c'est-à-dire le franc CFA. Mais il y a deux choses que nous notons. Non seulement les 25% n'est-ce pas, des cadres ne sont pas, je veux dire, le quota de recrutement de 25% des cadres n'est pas respecté. Et quand c'est le cas, il s'agit des agents de surface, c'est-à-dire les femmes de ménage, des gardiens, et je veux dire des domestiques, et non les cadres. Et en plus, ces contrats-là sont libérés de telle sorte que c'est les cadres extérieurs, les étrangers, si vous voulez, sont payés non pas en francs CFA, comme c'est la monnaie que moi j'utilise chez moi, mais ils sont payés en euros. Et ils ont les salaires plus élevés que ceux qui bénéficient lorsqu'ils sont chez eux. Mais alors, la question, c'est de savoir pourquoi est-ce que nos dirigeants laissent faire cet état de choses. Merci pour l'invitation. Allez savoir justement, Albert Anatole ici, pourquoi nos États laissent faire ce genre de choses. Ce n'est pas la première fois. C'est d'ailleurs un sujet qui nous intéresse au plus haut point, si ce ne sont pas justement ces individus qui font à peu près la loi un peu partout là où ils vont. Allez savoir justement pourquoi. Albert Anatole ici, nous parlons justement de ce fichier électoral du côté de la République démocratique du Congo. Là-bas, on parle justement d'une élection présidentielle qui a lieu dans quelques mois. Et bien, plutôt de recourir à l'option portée par 4 organisations internationales, donc l'Union africaine et surtout les Nations unies, la Commission électorale congolaise a lancé un appel à candidature pour mener à bien l'audit de son fichier électoral. Et cette fois-ci, l'ONU s'est présentée. Ce n'est pas la première fois que l'ONU se présente dans, je veux dire, viole ou bien outrepasse ces missions qui, de notre point de vue, ne sont pas des missions d'ingérence dans les affaires internes des États membres. Oui. Il y a quelques mois, souvenez-vous, sur le même plateau, nous avons débattu d'une problématique qui portait en 2011 du côté de la Côte d'Ivoire, où l'ONU a lancé un appel d'offres portant sur
le recrutement des sociétés spécialisées dans les croque-morts pour certainement leur fournir des sacs mortuaires. Vous vous rappelez? Oui, exactement. Nous n'étions pas encore au cœur de la crise post-électorale, mais c'était bien avant. Bon, je pense que les documents existent. Et lorsque l'ONU, nous le savons, s'ingère dans les affaires internes ou intérieures d'un État, c'est pas de bon augure. Je voudrais prendre une parenthèse. Dans le contexte actuel de la lutte contre un concept qu'ils ont appelé le terrorisme au Sahel, précisément au Mali, vous voyez les démembrements. Vous voyez l'attitude des démembrements de l'ONU de ce côté, notamment la MINUSMA, qui fait feu de tout bois pour désinformer, pour déstabiliser le Mali. Dans le contexte de l'élection présidentielle annoncée en 2024 du côté de la République démocratique du Congo, il se pose un problème du fichier électoral. Oui. Je parle de la dernière élection qu'ils ont qualifiée d'une sorte d'entente à l'africaine pour reprendre le narratif du criminel que vous appelez Jean-Yves Le Drian et qui a été repris par l'autre pédophile qui s'appelle président de la France, je parle de Emmanuel Macron, qui se sont octroyé la liberté de donner les leçons de transparence électorale à la République démocratique du Congo. Cette élection, la dernière élection, a été contestée. Ils se sont ingérés, comme à leur habitude, pour qualifier justement le déroulement, je veux dire, le résultat de cette élection comme étant une attente à l'africaine, selon eux, il fallait qu'il y ait un processus qui devrait aboutir à une crise post-électorale. C'est ça qui les anime très souvent. Donc, comme ça n'a pas abouti, cette élection-là, à une crise post-électorale, ça leur a posé un très gros problème. Alors, Tshisekedi, l'actuel président de la République démocratique du Congo, dans la perspective de cette élection-là, et qui est à l'écoute de notre point de vue, j'ai envie de dire, des craintes, si vous voulez, des Congolais, quant à la sincérité de ces fichiers électoraux, a donc lancé et nous dit pour qu'on puisse avoir quels sont véritablement les problèmes et pour que cela puisse être réglé le plus tôt possible. Devinez qui ont frappé à la porte pour aller sous-traiter cet audit-là. Les Nations Unies. C'est-à-dire les institutions qui ont vocation à autre chose qu'à ce type d'activité. C'est-à-dire l'Union africaine, qui est une succursale de l'Union européenne sur le continent africain et qui n'a aucune légitimité pour parler au nom du continent africain parce que c'est une institution larbinisée, elle est panafricaine de nom. L'ONU, entre autres, l'Union européenne, entre autres, eh bien, puisque j'imagine que les autorités congolaises sont à l'écoute de ce que nous disons sur ce plateau, c'est-à-dire ne pas ouvrir la porte à l'ingérence extérieure dans l'organisation du processus électoral de ce côté-là, eh bien, on décliné et on choisit l'option de lancer un appel à candidature et de manière, et seront privilégiés les cabinets africains qui ont une expertise en la matière. Ce sont, en tout cas, les indications que nous avons en ce qui concerne cet appel à candidature visant à auditer le fichier électoral du Depuis côté. le début de ce mois quand même, Albert Anatoly, ici, il faut dire quand même qu'on a souligné le désistement de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. C'est à partir de ce moment-là que la Commission électorale nationale indépendante s'est activée à trouver des partenaires étrangers, c'est ce qu'ils ont bien précisé dans leur communiqué, capables de la remplacer. L'OIF s'est déclaré incompétent. Oui. Vous savez pourquoi est-ce que l'OIF s'est déclaré incompétent? Vous allez me le dire, allez-y. Mais l'OIF s'est déclaré incompétent d'abord parce que le timing était court. Ça, c'est le premier argumentaire. Le second argumentaire,
mais surtout porter sur le fait que l'OIF n'a pas vocation à auditer le fichier électoral d'un pays. Oui. Donc, c'est pour ça qu'elle outrepassait ses missions en tant qu'organisation internationale de la francophonie. Et en plus, le fait que si l'OIF s'est impliqué dans cette affaire, ça devait bien évidemment susciter une sorte de levée de bouclier. Parce que lorsque vous parlez de l'OIF, Paris n'est pas loin. Si vous voulez, l'Élysée n'est pas loin. C'est-à-dire Macron n'est pas loin. Donc, je pense qu'ils ont été très sages et malins de se retirer en arguant de ce que non seulement il n'a pas les compétences, l'OIF, mais surtout que les délais étaient très très courts pour pouvoir s'atteler à cette tâche un peu plus fastidieuse. Ce sont les arguments qui ont été avancés par l'OIF. Maintenant, vous avez donc l'ONU. Lorsque j'ai l'habitude de vous faire comprendre que les machins que vous appelez MONUSCO, MINUSMA et consorts, c'est du business. Ni plus ni moins. Nous avons donc là la preuve que l'ONU vient sur le continent africain faire du business. Ni plus ni moins. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas faire la même chose en Ukraine pendant qu'on y est? Mais je pense que s'il y a un pays qui a le plus besoin, n'est-ce pas, de l'expertise de l'ONU en tout point de vue, dans le contexte actuel, je parle du contexte de la crise ukrainienne, mais c'est bien l'Ukraine, n'est-ce pas? Oui. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas apporter, n'est-ce pas, les respectifs de ce côté-là? Je pense que s'il y a également un État qui a besoin de l'expertise des succursales de l'ONU, ce sont les Palestiniens, dans leur quai de liberté, en territoire israélien, si vous voulez, hébreu, si vous voulez. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'envoient pas leur racaille de ce côté-là pour justement régler cette question? Pourquoi ils n'ont-ils pas envoyé leur racaille du côté du Yémen pendant qu'on y est? Pourquoi n'ont-ils pas envoyé leur racaille du côté justement de la Syrie? Mais parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Mais ils viennent sur le continent africain, parce que sur le continent africain, ils peuvent se permettre tout et n'importe quoi. Je pense que dans le contexte de l'élection présidentielle qui est en perspective, c'est-à-dire annoncée en 2024, le président congolais a eu la lumineuse idée de choisir l'option d'un appel à candidature au profit des cabinets extérieurs qui ont de l'expertise dans le domaine de l'audit du fichier électoral, ni plus ni moins. Pourquoi avoir attendu seulement maintenant? On se rappelle quand même, Albert Anatola, ici, que le 11 avril 2018, dans une déclaration conjointe à Kinshasa, à cette époque, Félix Tshisekedi faisait partie, on va le dire comme ça, des partis de l'opposition, puisqu'il était le président de l'UDPS, parti cher à son père. Eh bien, ils avaient souligné, c'était d'ailleurs 4, on va le dire ainsi, si vous voulez, je vous donne les noms déjà de ces personnes. Il y avait lui, Félix Tshisekedi, Eve Baïzaba, qui était le secrétaire général du mouvement pour la libération du Congo, le MLC, Pierre Numbi, qui était également de la partie du parti de Moïse Katumbi. On avait également Jean Baudouin Maillot. Nous sommes là en 2018, et sans oublier Vital Kamere, qui avait signé une déclaration comme quoi, eh bien, la Commission nationale indépendante a radié près de 6 millions de personnes, dont des doublons, des mineurs, et qu'il fallait justement un audit du fichier électoral en République démocratique du Congo. Nous sommes là en 2018. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. Pourquoi avoir attendu maintenant? On a l'impression qu'on a pris les mêmes et on a recommencé. Non, disons que... Monsieur Cézé-Longos, la perception que vous avez du pouvoir lorsque vous êtes de l'autre côté du mur n'est pas la même que lorsque vous êtes en situation. Hein. Donc, Félix Tshisekedi a oublié de... Il a reconnu, il a été honnête. Ah, d'accord. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a reconnu que la perception qu'il avait du pouvoir lorsqu'il était de l'autre côté de la barrière n'est plus la même. Elle a changé la perception du pouvoir. Là, maintenant, il est confronté aux dures réalités de ce pouvoir. 5 années, Albert Anatola. J'y arrive. Je pose juste des questions. Non, j'y arrive. Là, maintenant, il est en situation... Je vous donne la date, 11 avril 2018. Non, je vous répondre, ça je vais vous répondre. OK. Donc, la perception qu'il avait du pouvoir lorsqu'il était de côté de la barrière a changé parce qu'il croyait qu'il pouvait changer les choses par un coup de bâton magique. Maintenant, justement, moi, lui en a pris. Il est donc confronté
aux réalités du pouvoir. Aujourd'hui, il subit exactement le même bashing qu'il faisait subir à son prédécesseur lorsqu'il était de l'autre côté du mur. La preuve, c'est que ses adversaires politiques l'accusent d'externaliser la crise sécuritaire qui vit actuellement à l'est du Congo. Donc, aujourd'hui, sa vision, sa perception du pouvoir, ça a changé. Je peux peut-être mettre à sa charge, ou non, à sa décharge, le problème de moyens. Parce que quand même, auditer le fichier électoral, plus organiser un processus électoral, sans recourir au financement extérieur, c'est quand même fastidieux. C'est fastidieux. Et nous l'encourageons justement à ne pas solliciter des financements extérieurs, comme Gbagbo a commis l'erreur de le faire en 2011 en Côte d'Ivoire. Parce que s'il sollicite le concours de financement extérieur, c'est-à-dire l'Union européenne, comme souvent le cas, ça veut dire qu'ils vont s'ingérer dans leurs affaires. Et nous connaissons comment ça va finir. Nous connaissons également que si ils sollicitent les financements extérieurs dans le cadre de l'audit du fichier électoral, nous connaissons également comment ça va se terminer. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il fallait peut-être justement expérimenter le fameux vote, c'est quoi, c'était un vote électronique qui a été un véritable fiasco à la dernière élection présidentielle, où non seulement ça n'a pas fonctionné du tout, les kits n'étaient pas opérationnels, c'était pas suffisant, et en plus, vous aviez certaines régions qui n'étaient pas, qui ne sont pas desservies en électricité, qui ne pouvaient pas pouvoir utiliser ces kits électoraux. Ça a donc été un fiasco. Au regard de mon point de vue, au regard de cet échec, il a donc fallu y réfléchir pour éviter justement des commentaires de la nature de ce qu'on a entendu, n'est-ce pas, de donner des leçons de Paris par rapport à cette élection. Donc, je pense qu'aujourd'hui, mieux vaut tard que jamais. Je crois qu'il est devenu lucide. Il a été honnête en reconnaissant que le pouvoir était très facile à gérer quand il était de côté de la barrière, mais depuis qu'il est effectivement en situation en tant que président de la République du Congo, il a changé d'avis. Désormais, il y a on aurait pu le faire il y a 2 ans ou 3 ans quand même, Albert Anatole. La gestion du pouvoir est plus complexe que ça. On aurait pu le faire il y a 2 ou 3 ans. À l'époque, il y a 2 ou 3 ans, je ne sais pas s'il était déjà président de la République. Il était président de la République. Et non, je veux dire que en tant que non, je ne sais pas s'il était président de la République pour mobiliser les moyens, les ressources financières nécessaires ou bien l'expertise nécessaire pour le faire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, je l'ai dit, il faut déjà le lui reconnaître qu'il a accepté, qu'il a été humble, et reconnaître qu'il fait amende honorable en reconnaissant qu'il a commis l'erreur de tirer sur ses prédécesseurs, et que maintenant, il doit pouvoir justement apprendre de ses échecs, de ses contradictions, mais surtout d'avoir véritablement trop vite parlé, n'est-ce pas, du pouvoir, alors qu'il était encore dans la posture d'opposant. Je vais d'ailleurs vous dire ce qu'il a déclaré ce jour-là, 11 avril 2018. Il avait dit, et je cite, « Face à cette dérive, les opérations d'enrôlement, de nettoyage et consolidation du fichier électoral, l'audit du fichier électoral et du serveur central s'impose, suivi de la publication des radiés et des mineurs enrôlés par circonscription, l'annulation et le retrait des cartes invalides afin d'éviter toute exploitation ultérieure lors du vote. » C'est ce qu'il avait déclaré. Il faut également dire, Albert Anatole, ici que ce 11 avril 2018, eh bien pour eux, il y avait 40 287 387 personnes inscrites sur la liste électorale, et donc il y avait 6 250 902 noms qui avaient été radiés et qui ne devaient pas être justement considérés comme étant dans ce fichier. Déjà, il faut se dire que dans le même contexte, vous aviez des personnes qui avaient été irrégulièrement inscrites, oui, et dont les noms n'apparaissaient pas sur les listes électorales. Ça, il faut également le dire. Vous aviez des personnes décédées dont les noms figuraient paradoxalement sur les listes électorales. Voilà. Vous aviez des personnes mineures qui, n'est-ce pas,
dont les noms figuraient sur le fichier, dans le fichier électoral. Donc, il fallait également radier, c'est important de le dire. Mais en même temps, toujours dans le même contexte, se posait l'éternel problème du code électoral, soit dit en passant. Je voudrais me répéter pour vous dire ceci. Là, M. Étienne Tshisekedi était dans la posture d'opposant. Mais actuellement, il n'est plus dans la posture d'opposant. Il est dans la posture du président de la République élu de la République démocratique du Congo. Oui. C'est-à-dire qu'il est maintenant en situation d'exercice du pouvoir. Donc, il est confronté aux réalités du pouvoir. Ça veut dire que dès lors qu'il a constaté, dès lors qu'il a reconnu cela, il est donc important, de notre point de vue, qu'il fasse exactement, qu'il fasse donc des correctifs. Mais pourquoi est-ce que ça arrive maintenant? Pourquoi il le fait maintenant? En tout cas, moi, je préfère que cela soit fait et non jamais. Donc, et pour que cela soit fait, il ne faudrait pas que les influences extérieures s'y mêlent. Parce que notre problème, c'est là. C'est-à-dire que l'Afrique et les Africains ne sont jamais mêlés des processus électoraux des ordres, c'est-à-dire de la Belgique, de la France, du Royaume-Uni, de la Suisse et consorts. Mais pourquoi est-ce que les autres ont l'outrecuidance, la prétention de vouloir se mêler de nos affaires? C'est ça le problème de fond, la question de fond. Et moi, je pense que je voudrais inviter les autorités congolaises à privilégier l'expertise africaine en la matière. Pourtant, l'Union africaine a été écartée. Non, l'Union africaine, je vous dis, si sur que c'est l'Union européenne, nous savons comment ça fonctionne. C'est-à-dire, derrière, on va vous présenter une entité à vocation, une entité de droit africain, mais plutôt on va vous présenter un cabinet français, britannique, américain. Nous savons comment ça fonctionne. Qui gère la communication de Eyadema Fils? Ce sont les Français. C'est un cabinet français qui gère sa communication. Est-ce qu'il n'y a pas d'expertise dans ce domaine en Afrique? C'est ça. Quand je vous parle du système, c'est ça, voilà la question de fond. Donc, nous avons affaire à un mauvais système qui pense que sur le continent africain, on ne peut pas avoir de l'expertise dans le domaine de la communication. Pourtant, ils sont nombreux qui pensent que Félix Tshisekedi regarde toujours l'extérieur. Mais bien évidemment, attendez un peu. Tout le cas, attends, il est quoi? Lorsqu'on parle de quelqu'un qui a la double nationalité, c'est quoi sa seconde nationalité? Je crois que c'est un Américain, non? Belge. Non, il y en a qui disent qu'il est belge, mais d'autres disent de plus en plus qu'il est américain. Donc, je pense que je n'ai pas encore vu son passeport, mais en tout cas, il a une double nationalité. Comme la plupart de ceux qui sont dans nos enclos coloniaux. Donc, le problème de fond, c'est qu'avec le temps, avec l'arrivée des panafricanistes, c'est une question qu'il va falloir régler la question de double nationalité. C'est-à-dire que pour que quelqu'un puisse, justement, ça c'était notre débat, mais c'est une parenthèse que j'ouvre rapidement. Je pense que pour désormais, avec le temps, avec l'arrivée des panafricanistes aux affaires, nous devons devoir régler cette question de double nationalité. C'est-à-dire ne pourra accéder à la magistrature suprême qu'un Africain authentique, propriétaire d'un passeport africain et non d'un passeport africain, britannique, d'un passeport américain, d'un passeport français. Parce que c'est le système-là qui voudrait que... Non, qui contribue à déstabiliser nos États, oui. À avoir à la tête de nos États des dirigeants, je veux dire des administrateurs coloniaux qui n'ont aucune vision pour nos États, pour nos pays, mais qui travaillent exclusivement pour, n'est-ce pas, pour la criminalité internationale, pour le gâchis international, c'est-à-dire la France, les États-Unis, la Belgique et consorts. Donc, lorsque il cesse d'être utilisé comme celui qui était du côté de Burkina Faso, comme celui qui est actuellement du côté de Niamey, que se passe-t-il? Il se réfugie dans le pays de son choix. Donc, je pense qu'il est important qu'on règle ces questions. Je referme cette parenthèse pour dire quoi? Pour dire que, aujourd'hui, il y en a qui présentent Tshisekedi comme étant un patriote. Je voudrais croire qu'il est patriote. C'est vrai qu'il y a les actes qu'il pose, qui donnent à penser qu'il est véritablement patriote. Mais il s'agit d'un patriote sous pression, sous influence. Nous n'avons pas besoin des patriotes sous influence extérieure. Nous n'avons pas besoin des patriotes larbinisés. Nous avons besoin des patriotes révolutionnaires qui ont une vision pour le peuple,
sans aucune influence extérieure. En quelques secondes, Albert Atola, ici, les élections générales auront lieu le 20 décembre prochain du côté de la République démocratique du Congo. On parle d'un audit. Est-ce que les temps ne sont pas courts? En tout cas, tout dépend des objectifs de l'audit. Est-ce que les temps sont courts? Si les temps sont courts, encore que, il n'y a pas que la question de l'audit qui est une question essentielle. Mais il y a également la crise sécuritaire qui se vit en ce moment du côté de l'Est du Congo, oui, qui rend pratiquement impossible, de mon point de vue, la tenue des élections. Sinon, les mêmes gens qui vous disent qu'il faut, qui accusent Tshisekedi de vouloir prendre pour prétexte la situation sécuritaire pour ne pas prolonger son bail, à la télé l'État et en refusant d'organiser les élections. Oui. Mais en même temps, demain, les mêmes personnes vous diront que non, il y a une partie de la population qui n'a pas pu voter du fait de la situation de sécurité qui prévaut à l'est du Congo. Je prends donc de mon point de vue, exclusivement de mon point de vue, que j'assume d'ailleurs, est-ce que, vu le contexte actuel, je parle du contexte sécuritaire, est-ce que ces élections sont une priorité? Allez savoir. C'est pas une priorité. C'est pas une priorité. Ce qui est une priorité, par contre, c'est l'audit. C'est une priorité pour justement régler les questions transversales et essentielles. Mais ce qui est également une priorité majeure, j'ai envie de dire, c'est d'abord la stabilité du pays. Merci à vous, Albert Atola, ici d'avoir été des nôtres encore ce lundi matin. C'est fait un plaisir. Mesdames, messieurs, plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition de Parole panafricaniste. Nous vous souhaitons de passer une très belle journée.